Nous avons d'autres invités qui nous ont rejoints. La question, comment atteindre la souveraineté alimentaire? Merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir bien sûr interagir. Nos invités qui nous ont rejoints, il s'agit de Magali Robot, élue à la CACL, Jean-Yves Contou, conseiller municipal, et Patrice Poncet, directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, autrement dit la direction des territoires et de la mer de la Guyane. Monsieur Roger Aron, vice-président de la CTG, on le rappelle, pour l'agriculture, la pêche et la souveraineté alimentaire. Comment atteindre la souveraineté alimentaire? Ce sera à vous d'y répondre tout à l'heure. On vous écoute. Bon, très bien, encore bonjour à tous, bonjour aux collègues qui viennent nous rejoindre, bonjour à vous, monsieur le directeur de la DAF. Écoutez, comme on l'a dit précédemment, c'est une question ambitieuse, hein, c'est un désir, et comme pour ne pas se répéter, mais il s'agit pour nous vraiment de mettre tout en œuvre pour aider ces filières qui sont en train de se construire de façon à permettre justement à la production locale d'avoir un appui financier, un appui en ingénierie, un appui dans les structures de développement. Bref, en tout et pour tout, prenons-nous notre part de place dans ce challenge qui est la souveraineté alimentaire. Bien entendu, nous avons avec nous deux autres partenaires très importants qui sont la Chambre d'agriculture, bien entendu, et bien entendu l'État. Alors, pour arriver à faire arriver à une souveraineté alimentaire, il faut aussi, et nous réfléchissons déjà, c'est pourquoi au-delà de ce concept, il y a aussi ce désir politique de pouvoir justement faire que le statut de la Guyane évolue dans un sens, et l'agriculture justement a besoin de normes propres pour pouvoir justement accélérer ce processus de souveraineté alimentaire. Alors, je n'ai pas la réponse aujourd'hui tout de suite pour vous dire de quelles normes il s'agit. Il s'agira d'une co-construction que nous allons établir avec l'État, mais aussi avec les acteurs de la profession et bien entendu le monde politique. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Aron. Nous avons également Magali Robot qui est avec nous, élue à la CACL, mais pas que, puisqu'elle va pouvoir aussi nous faire la présentation de ce qu'est le PAT. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis l'élu qui a été missionné par le président de la CACL pour porter le projet alimentaire territorial. Donc, la collectivité a candidaté pour pouvoir présenter un projet alimentaire territorial. Donc, c'est un projet qui a été mis en place par le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture. Nous avons candidaté au mois de janvier et nous avons été informés que notre dossier avait été favorablement accueilli. Et donc, nous avons été parmi les 29 lauréats et sans doute le programme le plus apprécié. Parce que toutes les régions avaient comment dirais-je, focalisé sur un développement, alors que nous, dans notre PAT, nous avons souhaité balayer toutes les conséquences que ça pourrait apporter à notre territoire. Donc, notre programme s'intitulait l'alimentation vecteur de développement économique, social et environnemental. Donc, on a balayé tout. Donc ça comprend un certain nombre de choses, mais c'est surtout que ce PAT, pour parler du sujet pour lequel nous sommes là aujourd'hui, ce PAT est un outil qui va aider le territoire. Alors bon, là il s'agit de la CACL, on sait que la CACL c'est 6 communes, donc 3 communes rurales, 3 communes urbaines. Et donc, on souhaite que les autres EPCI puissent effectivement adopter la même attitude que la CACL, ce qui permettrait de développer l'agriculture, l'élevage et avoir une position sur l'alimentation qui puisse mener au sujet que vous avez développé juste avant, c'est-à-dire éventuellement une autonomie alimentaire. Mais bon, ça c'est un vœu pour l'instant qui n'est qu'à l'état embryonnaire, mais on y croit. Voilà.
Nous reviendrons justement tout à l'heure par rapport à votre souhait que les autres EPCI fassent de même et copient par exemple votre modèle. Monsieur Jean-Yves Contou, vous êtes conseiller municipal pour la mairie de Cayenne. Comment, selon vous, atteindre la souveraineté alimentaire, La question est très vaste, bien entendu, mais on vous écoute pour votre analyse. Alors l'analyse que j'ai, effectivement, c'est surtout une volonté politique qu'on doit avoir. Il faut qu'il y ait aussi les agriculteurs et toute la filière soient aussi bien établis. Alors nous, au niveau de la ville de Cayenne, en termes d'alimentation scolaire, on essaye de faire le boulot. 2 fois par semaine, nous avons l'obligation, c'est une volonté politique en tout cas. Nous avons la volonté politique de fournir justement aux élèves une alimentation saine et correcte. Donc promouvoir justement cette agriculture et toute la chaîne qui va avec. Voilà. Bon, après, je ne vais pas être plus long. Est-ce que les élèves qui mangent à la cantine justement sont informés que les produits qu'ils mangent lorsque vous le faites 2 fois par semaine, que ce sont là précisément des produits locaux? Oui, bien sûr. De toute façon, ils le savent. Ils peuvent faire une différence entre une pomme de terre et une dachine. Donc, je pense qu'ils le savent forcément. Après, effectivement, la communication aussi est faite à ce niveau-là, au niveau aussi des parents, pour qu'ils puissent savoir aussi que c'est un coût aussi. Alors, le coût, précisément, je ne l'ai pas vraiment en tête. Mais en tout cas, c'est un coût élevé. Et même au niveau de la viande locale, de mémoire, je me souviens que c'était assez élevé. Donc, c'est toute cette volonté-là qu'on met en œuvre, justement, pour promouvoir l'agriculture locale. Et justement, le développement, non, c'est pas le développement, la volonté politique, j'ai perdu mes mots du coup. Enfin, en tout cas, le thème du salon, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. La Guyane Terre d'Élevage. Monsieur Poncet, merci d'être avec nous. On rappelle que vous êtes le directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Merci d'être avec nous pour cette 2e édition du e-salon Guyane Terre d'Élevage. Comment atteindre la souveraineté alimentaire? Quels sont les leviers, les pistes de réflexion? Alors, je vais rebondir un peu sur ce que viennent de dire mes collègues là autour de la table ronde. Je vous dirais que c'est un projet de territoire. Pour atteindre la souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est en gros maintenant sur le fronton du ministère de l'Agriculture. Je pense qu'effectivement, je rejoindrai un peu ce qu'a dit M. Aron sur l'autosuffisance alimentaire du territoire d'abord. Et je pense que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des collectivités, c'est l'affaire des agriculteurs, c'est l'affaire de l'État. C'est vraiment là où j'insisterai parce que on n'arrivera pas uniquement avec les agriculteurs à atteindre cet objectif. Alors, les leviers, ils sont nombreux. Je pense qu'on les a déjà pas mal balayés. Peut-être parmi les leviers que j'ai pas trop entendus et que je sais qui est ici un peu des fois délicat, c'est quand même aussi l'agriculture se développera parce qu'on est dans un territoire où l'agriculture est dynamique déjà. Et une particularité, c'est que les exploitations agricoles sont en augmentation. La surface agricole dans ce département est en développement, est en augmentation. La production est en augmentation. Donc je pense qu'on a beaucoup de points forts, mais effectivement on est encore loin de l'autosuffisance alimentaire. Même si dans certaines productions, je pense qu'on est plutôt bien placé par rapport aux autres DOM. Alors sur le thème de l'élevage, évidemment, peut-être qu'il y a encore de plus grands efforts à faire pour atteindre cette autosuffisance. Alors j'aborderai un levier qui est quand même la gestion des espaces agricoles, donc qui est quand même déterminant en Guyane. Il faut protéger les espaces agricoles et évidemment les mettre à l'abri de toute spéculation urbaine, foncière qu'on peut redouter, sachant que pour créer de l'espace agricole, on le gagne sur des zones boisées et on sait que c'est pas facile de mettre en valeur cet espace agricole avec tous les problèmes de défriche qui prennent du temps. Et aujourd'hui, du coup, les jeunes ou les attributaires de foncier agricole sont confrontés à de grosses difficultés, mais on a développé depuis les années 2000 plus de 20 000 hectares
de surface agricole. Et je pense qu'on a, pour atteindre cette autonomie, encore besoin de développer cette surface agricole utilisée, cultivable. Ça, c'est à mon avis un levier important sur lequel tout le monde doit agir et pour lequel on installe aussi des jeunes sur ce nouveau foncier. Mais alors avec l'existant, est-ce qu'il y a la possibilité d'améliorer avec l'existant plutôt que d'être dans une pensée de développement, par exemple? Alors avec l'existant, on a déjà mis en valeur, effectivement, aujourd'hui on estime que la surface agricole représente environ 34 000 hectares, la surface agricole cultivable. Il y a encore évidemment de la terre qui n'est pas mise en valeur, qui est aujourd'hui encore en zone couverte, qui peut être, disons, utilisée. Alors, le but, évidemment, c'est de développer une agriculture plus productive sur un espace peut-être plus contraint, mais durable. Il n'est pas question d'épuiser les sols, d'utiliser des produits qui ne conviennent plus aux consommateurs aujourd'hui, parce qu'on est quand même à une époque où le consommateur fait très attention à ce qu'il mange, fait très attention à la manière dont c'est produit. Et donc, je pense qu'en Guyane, on a aussi cette marge de manœuvre pour, disons, améliorer la productivité de toutes ces terres. Et ça passe, je crois que M. Aron l'a bien évoqué lors de la première table ronde, par de l'encadrement technique. Les filières ont besoin d'encadrement technique et on dit toujours s'il y a un bouton sur lequel peut-être il faudrait appuyer aujourd'hui pour être sûr que l'agriculture progresse rapidement, c'est certainement sur celui de l'encadrement technique. Merci pour votre intervention. Je vais revenir à Magali Robot par rapport justement à ce modèle, puisque maintenant on peut appeler ça un modèle, puisque votre dossier a été retenu favorablement. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des concertations avec les autres EPCI pour justement en faire une présentation? Pourquoi pas? Alors pour l'instant, il n'y a pas de rencontre prévue avec les autres EPCI, mais par contre, on est en train de répertorier tous les partenaires, tous ceux qui pourraient intervenir pour justement valoriser la chaîne agroalimentaire en Guyane, pour proposer aux élèves des produits issus de l'agriculture guyanaise et lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc là, on est au stade où on récolte un certain nombre de données, par exemple, quels sont les volumes de produits qui sont nécessaires pour qu'on soit autonome, en tout cas qu'on puisse, en termes de restauration collective, fournir toutes les cantines, par exemple. Et on est en train aussi de répertorier tous les partenaires avec lesquels il faudra travailler, donc les agriculteurs, les centres commerciaux, les associations qui sont favorables à la production locale et qui sont aussi favorables à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors là, on est dans une phase donc, de récolte de données. Et donc, ce qui est important, c'est de sensibiliser à la fois les élèves, les enfants de notre territoire, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, nos compatriotes, nos jeunes compatriotes connaissent peut-être mieux une pomme qu'un moukaya ou qu'un awara, etc. Donc, familiariser donc, nos jeunes aux produits locaux et puis inciter donc, le monde agricole à se rapprocher, par exemple, de la restauration collective et en tout cas de ceux qui s'en chargent de tout ça. Donc là, pour l'instant, on est en train de faire un état des lieux et ensuite, il y aura effectivement de la concertation, des projets. Il y a des fonds aussi qui sont attribués dans le cadre de ce projet alimentaire territorial, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est une récolte de données. Alors, vous l'aviez précisé tout à l'heure, lorsque vous avez fait votre dépôt, la constitution, la conception et le dépôt de votre dossier, vous avez balayé large, en fait, de manière à ce qu'il y ait aussi accompagné, d'ailleurs, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, il y a aussi une notion d'éco-responsabilité aussi, qui a été donc soulignée par rapport à votre dossier. Oui, tout à fait. Je le disais tout à l'heure, notre PAT avait pour intitulé l'alimentation vecteur de développement économique, social et environnemental. Et là encore, on pense comment dirais-je, à ne pas gaspiller.
et puis avoir une agriculture, une agriculture qui tienne compte de notre environnement. On sait qu'il y a l'Amazonie, on sait qu'il y a certains produits qui sont utilisés et qui sont prohibés, mais qui sont malgré tout, qui réussissent malgré tout à rentrer sur le territoire. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a voulu balayer pour qu'on puisse atteindre cette autonomie alimentaire, en tout cas qu'on puisse utiliser les produits du terroir pour les Guyanais. Alors tout à l'heure, M. Aron nous faisait remarquer que lorsqu'il y avait les plats servis dans les restaurations collectives, que lorsque c'était des plats à base de produits locaux, les enfants venaient pour en demander une deuxième tournée. Donc ça prouve effectivement qu'ils se reconnaissent aussi certainement dans cette alimentation, peut-être celle qu'on mange dans les repas de famille, ou alors peut-être certains dans les repas de fête. Donc je pense que les enfants effectivement ont en fait envie aussi d'être dans cette éducation alimentaire pour ensuite pouvoir eux-mêmes consommer local. Monsieur Contou, vous parliez tout à l'heure du prix. Vous disiez qu'il y avait un prix qui était légèrement plus élevé, enfin vous n'aviez pas tout à fait les informations, mais que vous aviez estimé effectivement un peu plus cher. Est-ce que ça, du coup, ça peut aussi freiner, même s'il y a une forte volonté de la municipalité de Cayenne de servir des produits locaux? Est-ce que ça aussi, c'est un frein? Ben forcément, tout ce qui est prix, je pense que c'est un frein. Alors là, on parle de collectivité, mais on peut parler aussi au niveau de la famille. Parce que quand on veut parler de consommation locale, il faut penser aussi qu'il y a la hausse des coûts. Donc forcément, un exemple simple, une mère de famille, forcément, sera plus enclin à l'acheter une caisse de poulet qui sort de X ou Y. La viande de dégagement, voilà. On appelle ça. La zone de dégagement, malheureusement sur les Outre-mer. Qu'aller aller dans un marché, acheter un poulet local. Donc forcément, le prix, ça va forcément avoir un impact sur l'alimentation. Que ce soit au niveau de la collectivité, comme je disais tout à l'heure, là, au niveau de la famille, il y aura l'impact. Alors, est-ce que c'est possible d'être en concurrence avec justement les produits extérieurs? Personnellement, je pense que ça sera difficile. Mis à part, je crois, la filière des œufs, je crois qu'ils font 100% couvert. Qui il n'y a plus aucun œuf voilà, qui sort de l'étranger. Mis à part cet aspect-là, je crois que tout le reste sort de l'Hexagone, en tout cas de l'Europe. Donc, il faudra y penser. Donc, je ne sais pas si Monsieur le Premier vice-président de la Chambre de l'Agriculture aura des réponses. Nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous pour cette invitation et je tiens à féliciter l'équipe de l'Intervic pour cette manifestation. Ce n'est pas la première opération et je vois que ça prend de l'ampleur chaque année avec les différents partenaires, notamment la CTG qui appuie cette opération. Alors nous parlions justement donc de la manière dont il serait possible d'atteindre la souveraineté alimentaire. Alors bien entendu, chacun par rapport à son point de vue et ses actions va plutôt noter un levier plutôt qu'un autre. Tous finalement de toute façon permettent d'aller vers cette souveraineté alimentaire. Quel est votre avis, votre sentiment, votre réflexion par rapport à ça? Alors moi j'y crois, je pense que c'est possible. Je parlerai plus de sécurité alimentaire. Avant de parler d'autonomie alimentaire, voire souveraineté alimentaire. Il fallait distinguer les deux, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est assurer l'alimentation de la population, mais on ne pourra pas tout produire. Comme a dit M. Labranche tout à l'heure, on sera, quoi qu'il en soit, dépendant sur un certain nombre de produits de l'importation, puisque tout est à mettre en place. Donc, on a effectivement des filières à mettre en place, à monter. La filière animale est quand même bien en avance par rapport à la filière végétale, mais il y a un travail qui est en train de se faire avec l'interprofession végétale, au même titre que l'interprofession animale, avec différents partenaires. Bien sûr, comme l'a dit le DAF tout à l'heure, M. Pensé, donc il y a aussi un accompagnement à avoir de ces filières, et la Chambre d'agriculture a sa place, a tout son rôle à jouer dans l'accompagnement de ces filières. Et je précise, je rappelle, en soutien aux techniciens qui sont déjà sur le terrain de la Chambre d'agriculture, parce qu'on a des techniciens de secteur. On souhaite aussi mettre en place, comme il y avait par le passé, des techniciens par filière également, pour pouvoir booster un certain nombre de filières, notamment vivrières, puisqu'on sait quand on prend le manioc, par exemple, on sait que dans l'Amazonie, c'est quand même un produit phare qui nourrit une bonne partie de la population. Donc il y a un accompagnement à faire.
Et on a aussi, depuis 2018, donc, mis en place un groupement d'employeurs dont je suis le président, qui met en place des techniciens, des ingénieurs au sein des OPA, Organisations professionnelles agricoles, de manière à accompagner davantage les agriculteurs sur le terrain. Et donc, je remercie là aussi la STG qui nous soutient sur cette opération-là, donc l'encadrement technique, et bien sûr l'État sur le volet ODA-DOM, et on aura à se revoir à nouveau. Le rendez-vous est peut-être déjà pris, Monsieur Tarsi. En tout cas, Monsieur Poncet a bien entendu l'appel. Alors, c'est vrai que pour revenir à cette histoire de prix, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, la plupart des gens que je rencontre, et moi-même, je me suis déjà fait la réflexion, tout simplement en tant que consommatrice, c'est vrai qu'on a envie de manger local, c'est vrai, mais parfois, au niveau des coûts, on est un petit peu freiné. Alors, Monsieur Labranche faisait une analyse tout à l'heure en disant qu'effectivement, c'est les coûts de production qui finalement étaient les plus élevés et qui faisaient que, une fois que ça arrive sur l'étal du boucher, là, on paye forcément le prix qui est nécessaire à être appliqué, malheureusement. Donc, c'est vrai que là, par rapport à ça, c'est peut-être aussi un comportement commun qu'il faut avoir. Peut-être plus, nous allons nous faire cet effort-là. Peut-être aussi être dans cette éducation alimentaire à consommer local et à favoriser les circuits courts, qui vont peut-être aussi permettre de favoriser plus de production et de pouvoir être dans la sécurité et la souveraineté alimentaire, Monsieur Tarsi. Oui, alors, effectivement, bien sûr, le coût augmente, le prix du produit derrière donc augmente, c'est mathématique. Je tiens quand même à le rappeler à plusieurs reprises, pendant la période Covid, les agriculteurs ont quand même maintenu leur prix. On a joué le jeu. On est arrivé finalement à une phase de crise mondiale, ce n'était pas que la Guyane, mais on l'a quand même senti doublement. On a eu aussi, donc, parce qu'il y a les frais de transport, etc. Donc, on a connu la forte inondation, les inondations que nous avons connues au mois de février-mars. D'ailleurs, on a mobilisé le dispositif calamité agricole avec la DAF pour aider finalement les agriculteurs sur cela. Mais on a eu, je dis toujours, une triple peine. Donc, à un moment donné, effectivement, on ne peut pas trop maintenir les prix. Donc, malheureusement, c'est le consommateur final qui paye cela. Donc moi, je relance l'appel de M. Labranche sur le plan de résilience. Donc il faut effectivement un plan spécifique, moi je le dis, au département, au territoire, pour pouvoir justement ne pas trop augmenter les prix, de maintenir l'activité agricole, les ateliers qui réduisent, il y a des ateliers qui ferment ou voire réduisent en termes d'effectifs. Il faut un plan de sauvegarde de ces ateliers-là, et également afin d'éviter l'augmentation des prix, puisque c'est le consommateur final qui paiera finalement. Ça, il est clair. Et quand on sait finalement comment la vie coûte cher en Guyane, donc on le sait très bien, tout est cher, donc on ne va pas encore crever les poches du consommateur, quoi. Vous faites bien de le souligner qu'effectivement un effort a été fait, notamment par les agriculteurs malgré la crise Covid. Monsieur Labranche le faisait remarquer tout à l'heure, il disait qu'effectivement il y avait ce souhait et cette démarche de laisser un poulet entier à 10 € pièce pour permettre justement aux consommateurs d'avoir un poulet entier à 10 € plutôt que d'aller acheter une caisse, comme vous l'avez souligné, avec je ne sais plus combien de kilos il y a dedans, mais en tout cas pas forcément, 10 kilos. Ça a augmenté. Voilà. Un produit qu'on trouvait à 13 € à l'époque, c'est à 22-23 € aujourd'hui. Donc c'est... Voilà. Donc la volonté est là, et c'est la raison pour laquelle je vous entends, et vous le faites tous remarquer. La volonté est là, effectivement, de permettre aux consommateurs de manger local, de meilleure qualité, mais effectivement, il y a ce frein financier, de productivité également aussi, qui fait que ça ne peut pas être encore à 100%. Mais la volonté est là. Monsieur Tarsi a dit qu'il y croyait. Vous aussi, Magali. Oui, on y croit bien sûr, mais c'est surtout pour rebondir sur ce que disait Monsieur Tarsi. Au-delà des coûts de production, il y a un principe qui est simple, c'est que la rareté fait le prix. Et dans le cadre du PAT, ce que la CACL voudrait, c'est favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, notamment des jeunes, et les aider à travers le PAT, puisque je le disais tout à l'heure, il y a des fonds qui sont attribués pour intéresser les jeunes à cette activité qui a été très mal vue pendant des années sur le territoire et qui est valorisée aujourd'hui grâce à des personnes comme M. Tarsi, grâce à Intervig, grâce à beaucoup d'actions qui ont été menées depuis. Et c'est une activité qui est revalorisée, et donc on voudrait intéresser les jeunes à travers le PAT à l'activité de l'agriculture. Merci pour vos interventions, mesdames et messieurs. On fait un petit tour de table pour conclure, pour cette souveraineté alimentaire à atteindre. Est-ce que d'ailleurs, vous-même, vous tous autour de la table, vous mangez
100% local. Je peux Question tricher un peu? piège. Non, 100% local. J'ai tout ce qu'il Non, faut. on a bien chez- compris que c'est pas possible, hein. Il y a des produits qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas, qu'on ne pourra Je pas faire. pourrais vivre en autarcie chez moi. Non, Pas mal. Sans jeu de mots. Ouais. Non, mais en fait, en réalité, en guise de conclusion, ce que je pourrais dire, c'est véritablement qu'il y ait un plan Marshall pour l'agriculture guyanaise pour qu'on puisse effectivement atteindre ces objectifs de souveraineté alimentaire à l'horizon de 2030, je dirais. C'est possible. Donc il faut effectivement installer de plus en plus de jeunes, mais comment on les installe? Dans quel cadre? Dans quel contexte? Il faut une vision. On n'a pas eu de la SAFER tout à l'heure. Le foncier, c'est quand même la base. C'est comment on aménage, comment on viabilise les terres agricoles, parce que ne pas installer des jeunes qui se retrouveront dans une situation précaire, parce qu'elle demande beaucoup à l'investissement, à l'installation, en investissement financier, en investissement en énergie. Bref, ça demande beaucoup, beaucoup. Donc, il faut encadrer justement ces jeunes-là et puis essayer de mettre face à cela. Donc, la formation et puis le besoin aussi par filière, donc ce dont la filière a besoin, parce que la volaille c'est 4%, vous l'avez dit, l'objectif en 2030 c'est de passer de 4% à 12%, le porc au moins augmenter à 30%, bref, on a des objectifs avec la construction d'un abattoir volaille aussi sur le territoire de Montserrat-Negrande. Il y a un projet, il y a des projets, il y a des élus volontaires aussi et des acteurs de terrain au niveau de la profession. Donc les planètes sont alignées, comme on a l'habitude de dire Monsieur Labranche, donc il y a qu'un faucon. C'est ça, il y a qu'à en fait. Hein. Monsieur Poncet? Alors, je dirais que moi, je crois que l'agriculture en Guyane a énormément de potentiel. En plus, elle a surtout les hommes et les femmes qui sont là au rendez-vous pour développer avec courage, parce que c'est pas toujours facile. Et l'agriculture a connu des échecs. Alors, j'en prends un que je connais particulièrement bien, et je pense qu'autour de la table et en Guyane, nous ne mangeons plus de riz guyanais. Et c'est là où je reviens. Aujourd'hui, en Guyane, il y a le prix quand même est à mettre en relation avec la qualité quand même des aliments, des produits qu'on peut avoir sur ce marché, parce qu'il y a un contrôle sanitaire qui garantit que la chaîne alimentaire respecte quand même des produits de qualité. Alors évidemment, la France, au niveau international, se bat pour la réciprocité des normes, ce que tous les pays ne font pas. Et on a, oui, sur le territoire, en Guyane, même en Guyane, des produits qui n'ont peut-être pas la même qualité que ceux qui sont produits localement. Voilà ce que je peux dire. Et je crois que de toute façon, c'est un chantier qui est appelé à durer. Moi, je voudrais féliciter Intervig et puis tous les partenaires pour l'éducation alimentaire qu'on nous offre aujourd'hui avec tous ces stands et qui regorgent de produits locaux. Et puis 4 points de restauration également à préciser. Hein. Donc on peut rester sur place, justement, partager le repas avec le restaurateur qui pourra aussi vous expliquer comment il a fait sa cuisine, etc. Donc tout ça aussi, c'est enrichissant pour tous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Poncet. Monsieur Contou, pour votre petite conclusion. Alors déjà, félicitations à Intervig pour la qualité du salon. Alors, je n'ai pas encore fait le tour, mais bon, je vais le faire. Alors, l'autosuffisance alimentaire, on y croit tous, hein, parce que si on est là, c'est qu'il y a forcément une volonté d'y croire. Alors, forcément, il y aura un gros travail à faire au niveau des élus. Quand j'entends Madame Prévost, Madame Robot, excusez-moi, quand j'entends Madame Robot développer son plan, ou le plan en tout cas de la CTG, ça laisse rêveur. Donc, la CRCL, on dit non, je suis mal réveillé aujourd'hui. Donc ça laisse rêveur. En tout cas, moi je pense que le consommateur local, il veut consommer local. Preuve que des fois, quand il y a des opérations de prix un peu moins élevés, comme le porc, comme la dernière fois, je crois qu'il y a eu une opération sur le porc, et à Utekek, je crois, il y a eu un succès. Donc, à partir du moment où tout le monde joue le jeu, je pense que ça ira. Merci, Monsieur Contou. Oui, il y a entre 20 et 30 ans, on dirait, à la question que vous posez, que c'est un vœu pieux de penser que la souveraineté alimentaire serait possible sur le territoire guyanais, même si la Guyane a connu de l'industrie alimentaire. Vous parliez du riz, mais il y a eu aussi le cœur de palmier, il y a eu la canne à sucre, enfin bon, il y a eu des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ça veut dire que la Guyane peut développer. Il faut de la volonté politique,
Il faut de l'éducation sur l'alimentation sur notre territoire, et puis il faut des outils. Et le projet alimentaire territorial est un outil parmi tant d'autres. Et puis il y a plein de gens qui sont décidés, qui sont motivés à ce que cette souveraineté alimentaire puisse aboutir. Alors, ce n'est pas un vœu pieux, c'est juste qu'il nous faut du temps, il faut des fonds, il faut être organisé. Et je pense que les 2 tables rondes qu'il y a eu aujourd'hui démontrent qu'il y a là, au moins la volonté d'y arriver. Et ce sera les doux mots de la fin de Magali Robot. Donc félicitations à vous tous, chers acteurs, donc justement pour aller vers cette souveraineté alimentaire, tous ensemble, main dans la main. Et ça sert à ça aussi, les salons, de se rencontrer pour pouvoir en discuter et justement eh bien, déguster des produits ensemble. On est ensemble pour passer des bons moments et en même temps pour échanger des idées qui vont devenir concrètes sur le terrain. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Prochaine édition l'année prochaine, on verra où est-ce qu'on en est d'ici là. Merci à vous. Merci à Interbig et merci à vous aussi, chers internautes. On rappelle qu'il y aura aussi 2 quiz. Oui, des applaudissements pour nos invités. Merci beaucoup, Madame le maire. On précise que vous êtes avec nous aussi depuis ce matin. Chers internautes, merci d'être avec nous. Nous vous rappelons qu'il y a aussi 2 jeux qui sont... chaque jour, vous avez des tirages au sort pour les personnes qui ont les meilleurs scores pour un quiz. Un quiz donc, qui est donc sur des questions d'agriculture. Pour y jouer, c'est très simple. Il vous suffit de scanner un QR code que vous pouvez récupérer au stand de Tintervic juste à l'entrée du salon. Avec ce QR code-là, vous répondez aux 10 questions. Les 5 meilleurs recevront un magnifique ouvrage réalisé par Guyane Terre d'Evrage. Alors un ouvrage magnifique avec des illustrations très très belles. Donc venez jouer et venez gagner. À tout à l'heure pour la prochaine table ronde.